Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, alors déjà présente-toi. Bah écoute, moi c'est Noun. Ok, Je suis artiste visuel, mais aussi entrepreneuse de plein de choses. Je suis aussi regard extérieur pour des spectacles. J'accompagne aussi d'autres artistes. Je fais plein de choses. J'ai un média aussi, Hippo, un média sur la danse hip-hop. Et voilà, donc photographie, dessin, peinture. Voilà. alors moi je te connais du coup pour ce que tu fais d'art visuel. Qu'est-ce que tu fais déjà pour les gens en vrai? En termes d'art visuel, pardon, je fais de la peinture, de la photographie, du dessin, de l'installation. Je viens de la danse hip-hop aussi. Donc il y a aussi beaucoup de danse dans ce que je propose, ouais. Ok. Est-ce que tu peux expliquer aussi ce que c'est un regard extérieur? Alors un regard extérieur, c'est quelqu'un qui va prendre en considération tous les aspects artistiques d'une création, d'un spectacle vivant. Donc en l'occurrence, moi, c'est plus autour de la danse hip-hop. J'accompagne les chorégraphes dans leurs réflexions et dans leur travail chorégraphique, mais aussi dans leur recherche visuelle, dans le rythme d'une création, dans la mise en scène aussi, la dramaturgie. Voilà, c'est un peu tout ça. Ok, on va y revenir parce que j'ai des questions par rapport à ça. Euh, T'as commencé par la danse, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai commencé, en fait, c'est surtout par le hip-hop. Par la danse hip-hop. Alors pas que, c'est-à-dire que moi j'étais dans un lycée artistique, donc j'étais très au contact, j'ai grandi dans le 92, j'étais très au contact à ce moment-là du graffiti aussi beaucoup. Donc j'ai commencé par le dessin, la peinture, je traînais avec des graffeurs, la danse est arrivée aussi à ce moment-là dans mon adolescence. J'écoutais beaucoup Skyrock aussi, donc la musique aussi, beaucoup d'influence, le rap, le hip-hop, tout ça, c'est... Et c'est-à-dire que t'as commencé le dessin et la peinture en même temps que la danse. Ouais, exactement. Parce que une des questions que je me posais, c'était comment on fait le lien entre les deux. Parce que c'est deux disciplines qui sont assez opposées, ouais, opposées clairement, j'assume, tu vois. Ben, je pense que, tu vois, tout ça, comme je disais, c'est lié à la culture hip-hop. Et que la culture hip-hop, de base, c'est pluridisciplinaire. C'est un lifestyle. Donc, j'étais intéressée par la musique, par le graffiti, par la danse. C'était une pratique vraiment sur... je me posais pas beaucoup de questions, en fait. C'était plus... je papillonnais là où il y avait des choses qui m'intéressaient. Donc, ouais, la danse, pour moi aussi, c'est une extension un peu de la création. Parce que quand je suis dans mon atelier à Malakoff, quand je peins ou quand je dessine ou quand je traite mes photos, la musique est toujours là. Et il y a des fois où je peux cutter, me faire un petit training de danse. Donc le mouvement, en fait, en tout cas, c'est quelque chose que je retrouve aussi dans l'art visuel, même si dans l'art visuel, je vais être plus sur de la création d'images où je vais figer des instants, des moments, etc. Mais ça part toujours d'un mouvement. Pour toi, le graphe, c'est au même niveau que la peinture, à proprement dit? Bah pour moi, c'est une des formes de l'art contemporain qui a explosé, en tout cas le street art qui a explosé sur le 21e siècle. Et c'est un prolongement d'un courant de peinture. Donc, C'est que mon avis sur le regard que j'ai par rapport à l'art contemporain. J'ai l'impression que il y a eu un moment où le graphe était très mis en avant dans l'art contemporain. Et en fait, le street art s'est plus tourné vers ce qui était des collages, des pochoirs, ouais, tu vois, un peu tout ça, genre Space Invaders, tous les mecs qui collaient des trucs dans Paris, ouais, les mecs qui faisaient des pochoirs, tu vois, les ouais, mecs comme Obey et tout à ouais, l'époque, ce que fait Banksy aussi, tu vois. grave. Ça s'est plus tourné là-dessus. Comme si c'était pas. Attention, ça Ouais, n'engage ouais, que moi, ouais, mais ouais. comme si le graphe n'était pas assez pour le street art ou pour l'art contemporain, et du coup, il fallait élargir ce spectre artistique dans le street art. Moi, je pense qu'aussi, c'est une question de terminologie, c'est-à-dire que hip-hop, graffiti, etc., c'est issu de culture populaire, issu de personnes qui ne sont pas, comme on appelle en anglais, issues de la high culture, donc de la culture élitiste, on va dire. Ça vient plutôt de la low culture, de la culture populaire, de la culture underground.
Et donc, il y a aussi tout ce rapport-là, en fait, dans l'institution et dans la manière où s'institutionnalise, à mon sens. Et donc, street art, c'est un mot aussi qui a englobé d'autres formats, mais qui a aussi un petit peu mis le mot graffiti en arrière-plan pour pas que ça soit trop ghetto, parce que c'est vrai que le graffiti, c'est aussi lié au vandal, à des crews, c'est lié à une histoire, à pas mal de choses. Et Paris a une histoire hyper forte avec le graffiti. Ouais, grave. Faut se rendre compte que, par exemple, j'avais une discussion avec Coma, qui fait partie de la Scrat Connection, 18e arrondissement, on est ici d'ailleurs dans leur magasin en bas. Voilà, dans leur terre-terre. Tu vois, Coma, il me disait... déchirer les rames de métro à l'époque, c'était un truc important pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans le métro parisien, jusqu'en 92, il y avait une première classe, une seconde classe dans le métro. Et du coup, déchirer la première classe, c'était aussi une forme de résistance à dire, en fait, les transports, c'est pour tout le monde. Et du coup, la première classe a sauté. Et c'était aussi lié un petit peu au graffiti qui retournait tout Paris à cette époque-là, dans les années 90. Je vois. C'est vrai ce que tu dis. Je digresse un peu, hein, je suis désolée. Je sais pas si j'ai répondu au truc. C'est fait pour ça. T'inquiète, on est là pour digresser à balle. Dommage qu'on n'a pas 5 heures, mais si on les aurait, on pourrait les faire, vraiment. Ce que tu dis, c'est vrai, parce que j'ai reçu ici des chanteurs et des artistes urbains, comme on dit maintenant, tu vois. Et on pareil pour le mot urbain, tu vois. Le mot hip-hop s'est fait absorber par le mot urbain, donc il y a aussi tout ça qui... Clairement, et du coup, nous, on parlait de la pop urbaine. Yes. Qui permet d'aller mettre du rap comme les institutions veulent qu'elle... Enfin, tu vois, ça arrange bien qu'on dise pas rap et qu'on dise pop urbaine, tu vois. Et c'est un peu le même truc que je retrouve dans ce que tu dis. Soit dit en passant, c'est pas pour ça que ce qui est du street art n'est pas cool, hein, genre vraiment... Ah, bien sûr. Et tu vois, par exemple, pour ma part, je suis pas graffeuse. Je me définis pas comme telle. J'ai des influences forcément qui viennent du graffiti, forcément qui viennent du street art. En général, mais tu vois, il y a d'autres références en tout cas que j'ai, des gens comme Basquiat, des gens comme Frida Kahlo, d'autres plus jeunes générations aussi, comme des gens comme, tu vois, même, je sais pas si tu connais la peintre Torjman, Johanna. Ben si. Voilà, enfin, il y a des artistes aussi, mais qui sont en fait issus des codes du hip-hop. Et du coup, c'est difficile de se définir dans les institutions ou dans un cadre, par exemple, de l'art contemporain, comme on l'entend, qui reste quelque part une forme de culture élitiste. Et comment est-ce qu'on apporte ces codes-là ? Et c'est pareil, parce que le graffiti, c'est aussi un milieu assez fermé, avec beaucoup de codes, c'est très codifié. Et du coup, voilà, moi, en tout cas, je suis pas graffeuse. Mais le fait que là, je revienne depuis 3 ans sur la scène et que je m'affirme en tant qu'artiste visuel, c'est aussi lié à des graffeurs dans mon entourage qui m'ont dit, en fait, c'est hyper cool tout le travail que tu as fait d'accompagner les artistes, de nous soutenir dans les institutions, parce que du coup, j'ai travaillé 10 ans dans la culture avant là de me remettre à fond dans ma création. Et ils m'ont dit, faut pas que ça reste chez toi, en fait. Faut pas que ça reste dans un cadre que personne connaît. On a besoin de gens comme toi, on a besoin d'artistes comme toi. Donc, faut que tu t'exposes. Et du coup, c'est ce qui m'a lancé, en tout cas, ce qui m'a donné envie de me remettre vraiment dans ma création pour toi. À la création pour moi, ouais. Justement, là, tu me donnes une perche sur un truc que je voulais dire tout à l'heure. C'est, je voulais te demander, comment quand on est créatif, ou en tout cas artiste, on arrive à poser un regard extérieur sur la création des autres, tu vois, et à donner un avis, à avoir une expertise, parce que, et pareil, tu m'arrêtes ou tu me contredis si je dis une bêtise, hein, à ton sens, mais il y a un peu 2 branches dans l'art. Il y a ceux qui critiquent, au sens littéral du terme, pas forcément négatif. Hein. Critique en art, c'est juste... La critique d'art. La critique d'art, c'est poser un regard sur l'art, en tout cas, l'art de quelqu'un. Il y a ceux qui critiquent, qui étudient, etc. Et il y a ceux qui créent. Et là, tu recoupes les deux. C'est-à-dire que tu es ton propre gourou presque. Tu vois ce que je veux dire ? Comment tu t'arrives à synthétiser dans ton esprit ce truc-là ? Bah, je dirais que c'est vraiment... Tu vois, moi, dans mon travail, je parle beaucoup des identités multiples et j'ai l'impression d'être moi-même plusieurs identités dans mon petit corps. Et je scinde vachement les deux choses. C'est-à-dire que quand je suis regard extérieur, je suis vraiment au service de la création de quelqu'un d'autre. Donc,
et je me sers aussi de mes 10 ans dans le secteur de la culture à accompagner des artistes, des spectacles, des programmations ambitieuses et pédagogiques aussi, tu vois. Je me sers de ça, de ce bagage-là, pour accompagner d'autres artistes. Mais moi, en tant qu'artiste, j'ai du mal à avoir un regard extérieur sur mon travail. C'est vraiment pas évident. Et je pense que comme tout créatif qui, en tout cas, produit des œuvres, j'ai besoin, moi aussi, de regard extérieur sur ma création. Tu l'accepterais facilement, le regard extérieur? Ben, je collabore avec un directeur artistique d'un studio de création qui s'appelle La Bijouterie, qui est aussi un rappeur qui s'appelle T2I, avec qui je collabore beaucoup, notamment en Guyane. Et ça fait 3 ans, du coup, qui m'accompagne aussi beaucoup sur la manière dont je choisis mes thématiques, créativement aussi, comment je me développe. Des fois, il me dit là, tu t'égares, etc. Et c'est pas évident de laisser quelqu'un s'immiscer dans son travail. Donc c'est pour ça qu'il faut quelqu'un de confiance. Ouais. Et donc moi aussi, je jauge ça quand d'autres artistes font appel à moi, cette confiance-là, parce qu'elle est fragile, tu vois. Mais à mon endroit, j'essaye en tout cas de prendre en considération le maximum de retours. Au-delà de ce créateur-là avec qui je collabore, j'ouvre souvent les portes de mon atelier pour justement avoir des créatifs, des artistes de tout univers, DJ, producteurs, danseurs, photographes, peintres, dans mon atelier, et leur retour aussi construit aussi mon œuvre. Ok, j'ai rigolé là, pas pour moquer de toi, mais parce que tu as dit endroit. À mon endroit, et c'est vraiment un terme des institutions. Parce que moi, c'est un terme que j'ai connu au théâtre. Genre, dans la vraie vie, personne ne disait ça, mais je sais que même moi, je le dis à mon endroit, l'endroit où on se place. C'est un terme vraiment des gens qui sont dans l'art. Genre, je note la déformation professionnelle. Toi, tu connais. Je connais. Ce que je trouve particulier, par contre, c'est que j'ai jamais entendu un peintre dire « j'ai un directeur artistique ». Ouais. Parce que pour moi, c'est le regard que je pose, tu vois, mais la création plastique ou visuelle, elle est vraiment... elle émane vraiment de toi, tu vois. Et du coup, c'est toi qui décides les peintures que tu fais, c'est toi qui décides des thématiques que tu vas traiter. Et j'avais jamais entendu ça. Alors après, tu vois, moi, je le vois plutôt comme une aide à la curation, tu vois, plus que comme un... Parce que bien sûr, je suis artiste. Pause. Ouais. Tu peux décrire ce qu'est la curation pour ceux qui ne sont pas des gens de l'art? Du coup, la curation ou le curateur, c'est celui qui va choisir un petit peu les différentes œuvres qu'un artiste produit et l'aider à formuler ses thématiques, ses problématiques pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble dans son travail. Et pas qu'on ait l'impression que ce soit un peu fourre-tout, en fait. Donc, il va vraiment l'aider à choisir des choses parce que son regard à lui, porté sur la création de l'artiste, permet justement d'identifier ce qui va potentiellement ressortir pour le mettre en lumière, lui. Tu vois, parce que des fois, en tant que créateur, tu vas choisir des pièces qui te parlent parce qu'elles ont une dimension émotionnelle forte. Tu vois, ou moi des fois j'ai un lien avec mes œuvres qui est particulier, surtout en tant que peintre. La peinture c'est quelque chose de... C'est un rapport à l'objet, à l'œuvre qui est particulière, tu vois. Il y a des peintures sur lesquelles je vais passer 1 heure, 2 heures et elle va être finie, et des peintures qui vont rester accrochées 4 mois et qui vont me demander énormément de temps parce que émotionnellement, elles créent un lien particulier avec mon histoire. Et du coup, des fois on est attaché à des œuvres, on est attaché à des choses, mais qui font pas forcément sens dans une ligne de curation. Je sais pas si je m'exprime bien, si c'est clair ce que je raconte. Mais voilà, je dirais que la personne qui m'aide, elle m'aide vraiment à ça, à essayer d'essentialiser un peu mon travail. Qu'est-ce qui en ressort? C'est pas elle qui me donne mes thématiques, c'est vraiment moi qui me donne mes thématiques, mais c'est plus elle qui va trouver une cohérence d'ensemble sur ce que je produis, qui va m'aider à ça. Mais je me demande si c'est pas un peu compliqué pour un artiste d'ouvrir son atelier au regard des autres, mais aussi, surtout à leur avis, tu vois, dans le sens où ça arrive souvent que, pour ceux qui traînent un peu dans le milieu de l'art, savent qu'il y a beaucoup d'artistes, même il y a un lieu à Paris qui s'appelle le 59 Rivoli, où tu vois les artistes en création, où c'est carrément un atelier à ciel ouvert en vérité, où tu peux venir voir les artistes qui créent en direct, mais ils ne demandent pas l'avis des gens. Ils sont juste là pour montrer à cœur ouvert comment ils créent. Mais
c'est rare qu'on ouvre son espace, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais je trouve ça assez particulier, qu'on ouvre son espace et qu'on demande un peu aux gens leur avis sur ce qu'on est en train de faire, tu vois. Mm. C'est pas compliqué comment dire, de s'accorder tous ces regards critiques avant même que la création soit terminée, tu vois. Alors qu'on est en plein processus de création. Mm. Ouais, c'est une question qui est pas évidente. Mais moi, quand je l'ouvre, tu vois, je demande pas forcément l'avis. En fait, c'est avant toute chose une rencontre dans mon atelier. Et moi, je suis assez sensible à la couleur. Donc, mon atelier, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Je pars du principe que la peinture, la photographie, etc., il y a de la couleur. Et que la couleur, en fait, c'est de la vitamine visuelle. Et que chaque couleur touche une émotion, une sensation, etc. Et donc, quand les gens rentrent, je leur pose pas forcément de questions, mais d'eux-mêmes, en fait, ils vont réagir par rapport à ce qu'ils voient. Et donc, c'est plus là-dessus que je vais ah, purée, ça a touché telle personne. Ah ouais. Ah d'accord, ouais, j'avais pas vu ça dans telle œuvre. En fait, c'est plus, moi, ça me permet aussi d'avoir un regard extérieur sur mon travail, ouais. Ok. Ouais, un peu. Maintenant, tu fais principalement que de la peinture. Peinture, photographie, dessin, ouais. Peinture, photographie, dessin. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te manque au niveau du corps, j'ai envie de te dire, dans le fait que c'est très statique, le fait de peindre et de dessiner, ou même de prendre des photos. Alors que quand tu danses, t'es en mouvement tout le temps, tu vois. Il n'y a pas un truc qui te manque? Mais c'est drôle que tu dises ça, parce qu'en fait, même si je produis des visuels qui sont figés, je suis toujours dans le mouvement. C'est-à-dire que tu vois, genre, là, la photographie, par exemple, elle a pris un pas important parce que je sors de Courtrajmé, donc j'ai fait la formation C'est une école voilà, une école multiculturelle, multimédia ouais. artistique, plutôt basée sur le cinéma à la base. Moi, j'étais dans la promotion art et image de JR, l'artiste photographe. Donc forcément, il y avait une grande part de photographie dans la formation qu'on a eue. Où c'était 13 artistes issus de plein d'univers différents, rassemblés pendant 9 mois, où on était dans des workshops, dans la production d'expositions et tout, donc c'était un rythme assez particulier. Et donc j'étais au contact de beaucoup de photographes à ce moment-là, et donc moi à ce moment-là j'ai pris l'appareil photo, et tu vois, c'est pas anodin que un des premiers endroits où j'ai repris ça, c'était dans les cercles de danse, dans la rue, où je me suis moi-même remise à danser pendant le Covid, où c'était interdit de se rassembler. Et donc, il y a tout ce truc-là où je suivais les corps en mouvement. Donc, la photo, elle est revenue comme ça, en fait, par le mouvement. Et pareil, quand je suis dans mon atelier, que je peins, le mouvement et la musique, en tout cas, c'est quelque chose de très important pour moi. Je peux pas big up tous les DJ que j'écoute, mais SoundCloud, merci beaucoup. Merci à tous les DJ qui partagent, merci. Vous nous avez aussi sauvés pendant le confinement, je dois le dire. Et c'est important pour moi d'être dans le mouvement, là. C'est jamais figé, en fait. C'est jamais figé. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ce que tu poses comme question. Pour moi, même, j'ai l'impression que ma peinture, elle est en mouvement. Il y a des œuvres où j'ai envie de revenir dessus. J'ai l'impression que c'est jamais fini. Mais j'entends. Mais c'était une question qui était très pragmatique. Au sens où j'entends que tu sois en mouvement intérieur, si on peut décrire ça comme ça. Mais le mouvement, ton vrai mouvement, tu vois. Mais je suis debout, tu vois. Quand je peins ou que je dessine ou que je prends de la photo, je suis debout, je bouge. Je suis pas statique assise à faire quelque chose. Je suis jamais statique assise. En plus, comme je suis quelqu'un d'un peu, on va dire, comment on dit ça bon, j'ai la bougeotte, tu vois. Hyperactif. Ouais, hyperactif un peu, tu vois. J'ai du mal à me concentrer longtemps sur quelque chose. Donc, souvent, il y a plusieurs choses qui sont démarrées, tu vois, et que je reviens dessus. Je repasse là, et puis en fait, je reviens à l'ordi. Attends, je fais un peu de photos, je fais un peu d'édition de photos, et puis après, je repars. Donc je suis dans un flux, en fait. Okay. C'est pas statique. Ok. Donc tu ressens pas ce manque de j'ai moins de mouvement. Non, et en plus, tu sais que depuis que je suis vraiment là-dedans, genre j'ai repris aussi beaucoup les trainings de danse. Donc je danse plus qu'avant aussi. Ah ouais? Ouais. Bizarrement. Et j'essaye aussi dans mon atelier des fois de me faire des petits trainings. Ok. Ouais. Pour tout lier, vraiment. Ouais, c'est pour que ce soit... De quoi parlent tes peintures? Ou, c'est bizarre de dire ça, mais de quoi parlent tes photos? Qu'est-ce que tu essayes de montrer? Je te parlais de la couleur. La couleur, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai l'impression, en fait, que de sortir toutes ces couleurs de mon esprit, déjà, ça met de la couleur dans le monde qui, des fois, est
tu vois, et un petit peu sinistre aussi par rapport à tout ce qu'on vit. Et donc, comme je te parlais de vitamines visuelles, c'est une forme thérapeutique aussi pour moi de sortir ces couleurs-là. Tu vois, quand je rentre dans mon atelier, je suis emplie de cette énergie-là. Après, dans mon travail, vraiment, de la photographie, la peinture ou le dessin, je suis beaucoup axée déjà sur le figuratif, le portrait, beaucoup. Le regard. Le regard, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Ma première exposition que j'ai réalisée en 2019 s'appelait Dans les yeux. Et où j'avais créé 95 pièces, 5 séries, et tout parlait en fait de ma relation, un peu obsessionnelle aux yeux, au regard, à qu'est-ce que je cherche dans le regard de l'autre en fait, comment est-ce que j'essaye de m'identifier, qui suis-je en fait, parce que comme dit Weber en fait, dans le regard de l'autre, c'est moi que je cherche. Et je trouve que c'est ça en fait, je pense que c'est ça qui me plaît, genre qu'est-ce que tu me racontes, en tout cas qu'est-ce que je perçois que tu me racontes. Et c'est vrai que par exemple la photographie m'a beaucoup aidée là dans mon travail de composition, dans la peinture. Et dans la photographie aussi, ce qui me plaît, c'est que je m'efface un petit peu. Je deviens le regardant et je ne suis plus le regardé. Et moi je parle beaucoup d'émancipation aussi, ça parle de ça aussi, s'émanciper des regards des autres aussi. Comment est-ce qu'on arrive à être soi-même? C'est difficile. Qui on est? C'est quoi soi-même? Qui on est? Là, on fait de la philosophie. Ouais, là, désolé, hein, je suis partie sur de la philo. Mais moi, tu me parles, tu sais, mais... Voilà, mais du coup, ouais, je travaille beaucoup autour du regard, des représentations aussi, notamment féminines. C'est quoi aussi être racisée en tant que femme, vivant dans un milieu urbain. Donc voilà, ça, c'est des thématiques qui me plaisent beaucoup, la représentation, le regard et les identités. J'ai déjà reçu des artistes ici qui travaillaient beaucoup sur les portraits, que ce soit en photo ou en dessin, qui travaillent aussi beaucoup sur les yeux, les regards et tout. Et je posais une question un peu bête et méchante, qui était... Fait 2 questions en une, tu vois, qui sont... premièrement, une fois que tu as pris en photo des regards ou que tu les as dessinés ou peints ou ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais après? Tu vois, tout bêtement. Et la deuxième, c'était... où se place ta création, vraiment l'acte créatif, si je puis dire, tu vois, quand tu dessines des visages qui sont déjà existants, tu vois, ou que tu prends en photo des regards qui sont déjà existants. Tu composes pas, par exemple, en photo, pour avoir reçu beaucoup de photographes ici, je sais que ce qui est un des trucs les plus importants, c'est la composition des photos. Après, à la retouche, évidemment, mais la composition joue beaucoup à la base, tu vois. Quand tu prends un regard, t'as pas beaucoup de compos. Surtout si tu taxes sur le regard, tu vois. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, évidemment. Mais du coup, très bêtement, un peu comme un enfant, je te demande, ok, mais tu crées quoi si tu t'intéresses que au regard et que au visage et de gens qui existent déjà en plus? Bah après, tu vois, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que en tant que créatif, tout ce que tu crées est un reflet aussi de toi-même. C'est-à-dire que tu prends le regard des autres, mais tu ne peux pas être vraiment objectif. Ta subjectivité, elle vient là quand même quelque part. Et quand tu captes ça, tu captes quelque chose que tu vois chez l'autre, une émotion, une sensation, quelque chose qui te touche en fait. En tout cas, c'est ce que moi j'essaye de faire. Et par rapport à ce que tu disais, par exemple, une de mes premières séries de Dans les yeux sur l'expo que j'ai produite en indépendant en 2019, pour mon grand retour, on va dire, il y avait cet enjeu en fait où j'étais sur mon feed Instagram, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup aussi happé par les réseaux. Et tu vois, je scrollais et j'arrivais même pas à me souvenir de la photo que je venais de voir il y a une seconde. Ouais. Et donc, je ne me souvenais même pas de qui était la personne, qu'est-ce qu'elle dégageait. Et du coup, tu vois, Frida Kahlo, elle dit « Je peins les fleurs pour que jamais elles ne meurent ». Et je pense qu'il y a ce truc-là aussi, de capter le regard à l'instant T, là, tout de suite. Qu'est-ce qui s'est joué chez la personne? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire à ce moment-là, en fait? Et c'est une forme de confiance aussi, tu vois, parce que la personne, elle te donne une partie de soi d'un coup, là, tout de suite. T'es face à une vulnérabilité ou quelque chose que tu vois et qui se représentera plus. Donc tu captes un moment, et de le figer comme ça, c'est de l'inscrire aussi quelque part dans une histoire ou dans l'histoire, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça. Même si je pars de visages qui sont déjà là, des gens qui sont déjà présents, etc., dessiner le regard, dessiner les yeux ou représenter des personnes,
Déjà, de un, c'est une représentation. Donc, qui tu représentes? Peindre des femmes comme Iseult ou MIA, etc. Ça parle aussi de notre temps et de qui est-ce qui marque l'histoire de notre temps. Quelle femme marque l'histoire de notre temps pour moi. C'est créer de nouvelles espaces de représentation qui sont pas forcément visibles de tous, etc. Et c'est aussi figer une personne dans une représentation qu'elle a d'elle-même à l'instant T, tu vois, donc, et son émotion, et ce qu'elle dégage. Donc j'ai cette envie-là, en tout cas, d'essayer d'aller chercher l'essence de la personne, de l'être humain, à ce moment-là, en fait. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et après, moi, je me raconte aussi une histoire, forcément. Du coup, comme il y a eu soit l'écran, soit mon acte de peindre entre la personne et moi, il y a une interprétation de ma part. Ouais, forcément. Forcément. Forcément un peu, ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Ça t'apporte quoi de plus, la peinture? Pourquoi pas juste prendre des photos de portraits, de visages, et vouloir aussi à côté en peindre certains autres, tu vois? Bah, tu vois, pendant longtemps, je suis passée à côté de la photo. Parce que pour moi, je trouvais que ça racontait rien de plus, qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire de la photo, j'ai l'impression, tu vois. J'avais vraiment cette sensation-là. Et la peinture, en fait, ça m'a piqué il y a longtemps, en fait. Il y a longtemps de ça, j'ai fait de la peinture. J'ai arrêté aussi, il y a des moments où j'ai arrêté, où c'était difficile de peindre. Parce que la peinture, c'est une vraie relation émotionnelle, en fait. Déjà, pour moi, c'est quasiment comme de la sculpture, dans le sens où tu pars d'une matière vierge. Tu pars, il n'y a rien, il y a un papier blanc, où il y a une toile blanche, où il y a un espace, où il n'y a rien. Et tu viens, par l'acte de peindre, y mettre une forme. Et comme la sculpture, en fait, tu vois, tu prends le temps que cette forme-là, tout d'un coup, d'une forme, elle passe à un tronc, elle passe à un portrait et elle passe à une indication d'émotion. Et du coup, tout ça, en fait, c'est un rapport un peu même spirituel à cet acte-là, en fait. Il y a des fois, je te dis, j'ai fait des peintures, aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait ça? J'ai l'impression que j'étais en dehors de moi-même, en fait. Ça crée un état second, la peinture. Et en fait, j'avais pas compris ça encore dans la photo. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus compris ça dans la photo. Dans la photo, des fois, je suis dans un état où, en fait, j'ai compris, en fait, il y a peu de temps, le climax que tu peux ressentir à attraper une émotion. En fait, on est un peu comme des chercheurs d'or, tu vois, qui veut aller chercher sa pépite. Et du coup, tu cherches, tu fais plein de photos, tu cherches et tout. Puis il y en a une là, c'est le moment suspendu. Et il y a quelque chose qui se passe et tu sais même pas comment t'as pu atteindre cet endroit-là. Et je pense que, tu vois, dans l'art, on le rationalise beaucoup en France, on l'intellectualise beaucoup, mais on réfrène aussi vachement nos sensations et nos instincts. Et du coup, moi, je retrouve aussi la connexion avec quelque chose de très instinctif, que ce soit dans la photo, le dessin ou la peinture, duquel j'ai été vachement déconnectée, notamment en grandissant dans un milieu urbain, en faisant des études, etc., où on te demande beaucoup de cérébraliser, d'intellectualiser tout ce que tu vas faire. Et on part moins de l'acte en lui-même, en fait. C'est une expérience en soi. Et de cette expérience-là, en fait, ton instinct, tu peux aussi lui faire confiance. C'est aussi une expérience valable. Ouais. Voilà. J'ai dit plein de trucs, là. Non, t'inquiète. Mais ça me donne plein de matière, c'est trop bien. Je vais faire un peu l'avocat du diable. J'aime bien faire ça, c'est mon petit rôle, tu vois. Et tout le monde sait, ceux qui regardent ce podcast savent que je suis pas le plus grand défenseur des institutions et des écoles et tout. Vraiment, s'il y a un profondeur, c'est bien moi. Mais tu vois, tu parlais d'Instagram et de la photographie. Désolé pour les gens qui vont français, mais aujourd'hui sur Insta, tu lèves une branche, il y a 10 photographes. Clairement, tu vois. Je parlais même avec des potes qui font des expos et tout, nanana. Et on se disait, putain, c'est difficile de monter une expo aujourd'hui en partant des créatifs qui sont sur Insta ou des gens qui nous entourent et de pas avoir 80% de photographes parce qu'il n'y a que ça sur Insta, parce que tout le monde pense qu'il peut prendre une photo. Ce que tu disais là sur l'instinct et la manière de vouloir capturer une émotion, toute cette montée en puissance jusqu'à trouver le moment pour capter. Exactement ça. C'est incroyable, tu vois. Là où je vais faire l'avocat du diable et je vais défendre un peu les institutions, c'est que j'ai l'impression que le fait de intellectualiser ou rationaliser, ça permet aux gens de comprendre peut-être plus rapidement que toute l'importance se trouve dans ce que tu viens de dire là. Et pas dans juste,
t'as des beaux cheveux, tac, photo. Tu vois, parce que la majorité des gens qui se revendiquent photographes sur Insta ou sur les réseaux ou ce que tu veux, ça part un peu de là. Ah, j'arrive à prendre des belles photos. Tu m'as pas parlé de beauté, par exemple. Tu m'as parlé d'autres choses, d'autres émotions, tu vois. Et le fait de pousser à l'intellectualisation, ça pousse peut-être, c'est une question en suspens, tu vois, que je te pose aussi, peut-être que ça pousse à aller plus en soi et aller chercher ce truc-là. Non, aller chercher votre instinct, aller chercher autre chose que juste, ah, ça a l'air beau ce cadre, et je la prends la photo. Après, moi, je te rejoins carrément, c'est-à-dire que les deux sont liés, tu vois ce que je veux dire? Il y a une partie instinct, mais il y a une partie, par exemple, que j'apprends encore à faire, c'est-à-dire il y a toute la partie recherche. Et il faut pas la négliger, tu vois ce que je veux dire? Quand tu... c'est quoi tes références? C'est quoi... Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu vois, genre, et c'est aussi, je pense, l'apport en tant que regard extérieur que je peux être pour d'autres artistes. C'est aussi ça, en fait. Qu'est-ce qui... au-delà de juste, comme tu dis, la beauté ou le résultat final, en fait, qu'est-ce qui va nourrir ton processus créatif? Tu vois? Et pour moi, il faut pas s'économiser de la recherche. Et qu'elle soit de la recherche de références visuelles, de références littéraires, cinématographiques, tu vois, d'avoir un spectre assez large. Parce que, en fait, on est... toute la journée, encore plus dans l'ère dans laquelle on est complètement un réceptacle de vidéos, de visuels, d'émotions, de sensations dans la rue. Et on se prend plein de bastos toute la journée. Toute la journée, on a plein de trucs, etc. Et donc, comment, en fait, on se pose aussi 5 minutes? Parce que je crois que c'est ça aussi, moi, que l'art me permet. C'est de me poser et me dire, attends, mais qu'est-ce que je fais de tout ça, de toutes ces informations-là? Parce que je suis un peu boulimique aussi de faire plein de choses, aller à plein d'événements, voir plein d'expos, d'événements, tu vois, surtout dans une ville comme Paris qu'on côtoie, on est à 1000 à l'heure et il se passe plein de choses. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça, en fait? Tu vois, comment on essentialise un peu tout ça? Comment on se pose aussi 5 minutes et on digère, tu vois? Et j'ai l'impression que moi, là, en tout cas, ça me permet ça, en fait. Ça me permet ça, mais c'est nourri par des réflexions, forcément. C'est quoi, alors tu poses la question pour moi, de quoi tu te nourris, toi? Et bah, de quoi je me nourris? Et bah, je te dis, là, je me nourris de toutes les activités, les cercles aussi dans lesquels je gravite, tu vois, que ce soit la danse hip-hop, la musique, les expositions, je vais voir des expositions, le cinéma aussi, vu que je sors de Courtrajmé aussi, donc j'ai eu l'opportunité aussi d'aller à Cannes sur 2021. Toutes ces choses-là, en fait, pour moi, ça m'inspire. Tu vois, j'ai envie de la littérature aussi, pas mal. Là, je me remets, tu vois, dans des lectures un peu afroféministes. Voilà, en fait, il n'y a pas un seul... on parle de 7 ou 8 branches de l'art. Moi, je pense qu'il y en a encore plus. Et du coup, bah, j'essaye aussi, j'ai un petit tricks, tu vois, qui m'a été recommandé d'ailleurs par T2I, l'artiste avec qui je collabore. Ça s'appelle Feedly, tu vois, et c'est une petite application où tu peux recenser plein de médias aussi qui t'intéressent. Et donc le matin, tu vois, d'aller regarder aussi un peu l'actualité chez Combini, chez Bouscapé, chez Yard, mais tu vois, chez aussi Gaze ou chez Maze, tu vois. Donc voilà, c'est chez Néon, tout ça, quoi. Ça veut dire, voilà, essayer de... Je pense que l'artiste, il a forcément une vocation sociale aussi, tu vois, dans le sens où on est le reflet d'un temps. On est le reflet d'une société, de quelque chose qui se passe là. Et donc, comment est-ce qu'on va chercher ces informations-là? Alors, est-ce que on n'est pas juste son propre reflet? Parce que, certes, en fait, c'est un grand débat dans le monde de l'art. Ça, c'est clair. Ça a toujours été tout là, le temps. Là, on va sur la philo. On va sur la philo, même sur l'histoire, tu vois. Est-ce que l'artiste est forcément un reflet de l'époque dans laquelle il évolue? Est-ce que forcément il doit être revendicatif? Est-ce que forcément il doit être, il doit avoir une vocation sociale? Enfin, c'est tout un débat. Il y en a qui se défendent de ça. Tu vois, récemment, je regardais une petite capsule d'un extrait de passage où il y avait Fianso, le rappeur, qui était invité dans une émission de Ardisson, j'allais dire, non, Ruquier, avec Kev Adams. Et la question était posée de, ouais,
pourquoi vous prenez pas plus la parole sur des événements sociaux ou des trucs comme ça, tu vois. Et il disait, ouais, mais déjà, avec l'époque dans laquelle on est, où tout est chronométré, tu vois, tout bêtement, moi, le premier reproche qu'on m'a fait dans ce format, c'est trop long. Ouais. Mais si c'est trop long, on n'a pas le temps de parler, déjà. Et puis, il y a ce truc, parce qu'il y a aussi ce truc de, maintenant, tu sais, on est autant de TikTok, d'Insta, des Reels, des Stories. C'est une... Grosso modo, on est dans le temps des formats qui durent de 15 secondes à 1 minute. Donc, les gens veulent ça. Enfin, paraît-il, les gens veulent ça. Du coup, je me suis perdu. Que je me retrouve, excuse-moi. Mais moi, justement, je voulais te poser la question aussi, toi, en tant que créateur, parce que tu posais la question, est-ce que l'artiste a forcément une vocation sociale? Est-ce que tu m'as retourné ma question là pour essayer de m'afficher devant tout mon public? Je crois que tu l'as fait. Moi, bah, justement, ouais, mais tu m'as fait retomber sur mes pattes, merci beaucoup. Justement, je dis que c'est une question qui était très ouverte et c'est une question que je crois, à un moment donné, tous les artistes se posent. Moi aussi, elle se pose pour moi. Maintenant, j'essaye de... En fait, j'essaye de penser à ça. Et que ça soit comme un espèce d'ami qui m'accompagne, mais qui n'a pas forcément d'influence sur ce que je fais. Tu vois? Mais il est présent. Je vais prendre un exemple, un truc duquel tu me fais parler d'un truc duquel j'ai jamais parlé ici. Qui est le fait que, par exemple, dans ce format-là, toi, tu es la 171e que je reçois ici. Dans ce format-là, depuis quasiment 1 an et demi, j'ai reçu tout type de personnes. Quand je dis tout type de personnes, même au sens sociologique. C'est-à-dire des gens de couleurs différentes, d'âges différents. Je suis presque arrivé à une parité homme-femme sans à peu près le vouloir, tu vois, mais presque. Ça. Malheureusement, pas totalement, mais en tout cas, Mais là où je reviens sur le fait que c'est un ami qui m'accompagne, c'est que j'y ai pas pensé. Tu vois. Et je me suis pas dit, je vais essayer de recevoir, je suis noir, je vais recevoir plein de noirs. J'ai grandi en banlieue, je vais recevoir plein de gens de banlieue. J'ai grandi avec des arabes, je vais recevoir plein d'arabes. J'ai plein de femmes dans mon entourage, je vais recevoir plein de femmes, tu vois. Juste, ces questions m'accompagnent au quotidien. Parce que je suis quelqu'un de cette génération, parce que je suis ouvert, parce que je me pose des questions aussi, moi, dans ma vie de tous les jours. Je réfléchis sur moi en tant qu'être humain, tu vois, en tant que citoyen. Et de ce fait, c'est composé de ce qui m'entoure dans la vie. Et c'est-à-dire que quand moi, j'ai pensé à un podcast sur la créativité avec des créatifs, vu que moi, dans mon entourage, il y a des blancs, des vieux, des jeunes, des femmes, des noirs, des arabes, qui font des créatifs, ben, ils sont là, en fait. Mais moi, je pense que tu as répondu en partie à un peu cette question, en tout cas qu'on se pose, qui est une question ouverte et qui peut pas non plus être 100% répondue. Mais comme tu dis, en fait, c'est-à-dire que même si t'es pas obligé d'être artiste social, tu vois ce que je veux dire, hein, on a un peu... c'est ça. Mais en fait, par les thématiques que tu vas aborder, par les gens que tu vas inviter, quelque part, oui, c'est le reflet de toi, c'est le reflet de ton cercle, mais c'est aussi reflet du moment, ou en tout cas de la société dans laquelle on vit, et t'es pas obligé de dire je suis ici ou je défends les créateurs noirs, tu vois. Non, en fait, le fait que tu reçoives des personnes de tous les horizons, ça montre aussi quel est ton endroit, et ça te positionne aussi en tant qu'activiste quelque part, parce que donner un espace où on peut s'exprimer, tout le monde n'a pas cette chance-là de pouvoir s'exprimer. Ouais. Tu vois. Après, bon, chacun a son boulot et puis on fait tous à notre échelle, tu vois. Moi, je fais ça. Après, attention, je me défausse pas et j'assume le fait que je sois bien content qu'il y ait des gens d'origine différente. Je sois bien content qu'il y ait grave des femmes dans mon podcast. Je suis hyper content de ça, genre, tu vois. Je serais déçu de l'inverse en vérité. Même si c'est pas... genre, je reçois... Quand on me propose un profil ou que moi, je tombe sur un profil qui m'intéresse... je me dis pas, j'ai reçu tant de noirs, peut-être c'est un noir de trop, je reçois. Non, je vais, parce que ça m'intéresse avant tout, tu vois. Mais par contre, qu'il y ait autant de gens, ça m'intéresse grave. Et je suis grave content de ça, tu vois. Et tu vois, là, je t'ai posé une question et tu me l'as retournée et c'est moi qui me retrouve à réfléchir, mais en même temps, là où j'assume aussi un peu un acte
revendicatif ou social, c'est que j'en ai aussi marre de la représentation, comme tu disais, qui est du fait que, genre, bon, posons les choses. Moi, ici, j'ai reçu quelques rappeurs. Il en est qui sont tous noirs. Si je dis pas de bêtises, ouais, ils sont tous noirs, ok. Parce qu'il y a un truc dans l'inconscient collectif que l'artiste noir est forcément un mec issu de la musique ou de la danse ou je sais pas quoi. Bon, c'est une représentation. Il y en a qui vont dire non, mais c'est la vérité. Bref. Je me suis pas dit j'invite pas de rappeurs parce que non, je les invite. J'écoute du rap, j'ai des potes rappeurs, je les invite, normal, tu vois. C'est un art pour moi, c'est de la musique, il y a pas de... Je débat avec un mec ici qui s'appelle Double Zulu, qui est un ami, et il me disait, ouais, il y a des gens qui disent que le rap c'est pas de l'art. Je dis, mais c'est de la musique, oui, la musique c'est un art, oui, bah là, le rap c'est de l'art, basta un trait, tu vois. En même temps, je suis bien content que des gens voient aussi que je reçois des architectes ici, des designers d'intérieur ici, qui sont des noirs, des designers. J'ai reçu un cuisinier ici, une cuisinière, Camille, faut pas oublier. J'ai reçu, enfin, tu vois, je te reçois toi, qui est comme tu dis, qui est racisé, qui fait pas que de la danse, qu'en fait aussi, mais tu vois, on est aussi ça. Ouais, on est aussi des multitalents. Tu vois, on est multitalents et on fait plein de trucs, tu vois. C'est là où est mon côté revendicatif et que j'assume pleinement. Mais tu vois, je pense que, en fait, il n'y a pas... Tu sais, c'est la même chose que... T'es pas obligé de te dire, par exemple, afroféministe pour être féministe, ou afroféministe, ou tu vois, t'es pas obligé de te dire quelque chose pour l'être. Tu vois, t'es pas obligé de te dire hip-hop pour être hip-hop, en fait. C'est parce que c'est ta culture, c'est la manière dont tu vis, tu conçois les choses. Et donc, du coup, instinctivement, ou en tout cas, ton cercle premier, c'est celui-là, et c'est celui-là aussi que tu as envie de montrer, et en tout cas, que tu as envie de représenter. Et donc, ça, en fait, c'est quand même déjà un acte pour moi. Bah ouais, forcément. Tu vois ? Mais tu vois, alors, je te rejoins totalement, et on va conclure là-dessus, parce que sinon, ça devient moi et le côté social de l'art, alors qu'on va parler de ta création. Mais tu vois, par exemple, c'est vrai que je te dis que c'est la première fois que j'en parle comme ça, parce que c'est des questions que je me refuse d'aborder dans le podcast, parce qu'à la base, c'est un podcast de création. C'est pas un podcast social, tu vois. Mais je peux pas nier qu'il l'est d'une certaine manière, parce qu'il représente toutes ces différences et qu'il y a un truc qui est montré qui est pas vraiment montré ailleurs, tu vois. Et c'est pour ça que quand je reçois une femme, je lui parle pas de sa condition de femme ou de sa qualité de femme, genre, ça m'intéresse pas, je reçois une artiste. Basta un trait. Après, on peut pas nier, et je m'esquive pas quand il y a des questions qui sont autour de ces sujets-là. Tu vois, là, je t'ai répondu à la question quand même. J'ai reçu des femmes ici, et ça m'est arrivé d'être tenté de poser une question autour de ça, parce que c'était intéressant dans ce moment-là, parce que le fait d'être une femme racisée, ce que tu veux, nanana, parfois, dans ce que tu fais, ça peut avoir de l'influence. Du coup, je peux pas le nier. Tu vois, comme je t'ai dit au début, moi, je refuse de parler de la vie personnelle des gens, mais il en est que parfois, quand tu es une femme dans un certain milieu, forcément, ça touche ta créativité ou ta création, parce qu'il y a des influences qui sont du fait des gens que tu rencontres, qui te ferment des portes, qui t'ouvrent des portes pour des mauvaises raisons. Enfin, ça, je peux pas le nier, tu vois. Maintenant, moi, quand je te reçois, je reçois pas, la femme artiste. Je reçois une artiste. C'est tout, tu vois. Hello. C'est comme ça. Et après, comme tu dis, je peux pas nier ce côté revendicatif. Et s'il y a une question à répondre, un truc, j'esquive pas. Mais parce que aussi, il y a ce truc de... Il y a ce truc de... Je veux pas que tout ce qu'on fait, surtout, tu vois, là où j'oublie pas ma condition. Moi, je suis un noir de banlieue, je suis un noir du milieu urbain, tu vois. Et du coup, forcément, nous, tout ce qu'on fait, ça doit porter une bannière. Non, moi, c'est gratos. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, comme je te dis en off, genre ce podcast, c'est vraiment un accident parce qu'on m'a donné une idée, c'était confinement, j'avais rien à faire. J'ai des potes qui font de la création, venons, on va parler de ça. C'est totalement gratos, il n'y a pas de revendication derrière. Du coup, je veux pas qu'on m'oblige à en avoir. En même temps... Mais tu vois, c'est un peu comme le travail de l'artiste. C'est-à-dire qu'il arrive par un acte, il fait un premier acte, ensuite, il continue sa création, sa production. Et petit à petit, avec le recul de tout ce qui a été produit, c'est là où tu commences à pouvoir mettre des mots et créer la critique. Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais, clairement. Et donc, moi, c'est là où je te rejoins aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que des fois, on fait des choses parce qu'on a la sensation instinctivement qu'il faut les faire et que c'est le moment et qu'on se prend pas la tête derrière à mettre des mots, des trucs, une case, parce qu'en France, on est spécialiste de ça. Mais petit à petit, en fait, avec l'accumulation de ton travail, il y a quelque chose qui se dégage. Tu vois, et c'est ça en fait.
Et Moi, ça, tu peux pas nier. ça. Voilà, tu peux pas nier. Hmm. Voilà, c'est plus là-dessus que je te rejoins. Ok. Pour revenir à ta création. Ah là, Euh, Avec cette espèce de couteau suisse artistique que tu as autour de toi, et le fait que tu puisses parfois sortir de ta création pour aller voir celle des autres, ça t'arrive d'être comment dire, en mode j'ai rien à créer, j'ai rien que j'ai envie de dire, j'arrive pas à poser des mots, des pas de danse ou des traits de dessin, tu vois? Bah, en fait, c'est ouf que tu me dises ça parce que là, tu vois, la photo en ce moment, elle avait pris beaucoup, beaucoup d'importance et j'arrivais plus à peindre. Là, j'arrive pas à peindre. Là, je suis dans un moment où j'arrive pas à peindre. Je dessine beaucoup, je fais plus de la pastel grasse en ce moment. Mais la peinture, c'est compliqué en ce moment. Donc, Mais pourquoi? Parce que t'as rien à dire par rapport à la peinture ou parce que juste l'acte de peindre est devenu compliqué? l'acte de peindre est devenu compliqué en ce moment. En ce moment. Donc quand je suis à mon atelier, je fais du dessin au pastel gras. Après le pastel gras, ça se rapproche de la peinture parce que c'est de la peinture à l'huile en fait qui est dans le pastel. Donc je travaille aussi un peu comme je pourrais travailler en peinture. Mais en fait le fait de là me saisir d'un nouveau médium qu'est la photographie, comprendre la composition, les couleurs et tout ça, ça me met à un endroit où en ce moment j'ai beaucoup de mal avec la peinture. Je sais que ça va revenir. Et je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Des fois, ça me frustre, parce que j'ai l'impression que j'avance pas. Mais en fait, c'est parce que j'avance sur autre chose. Et je dirais que c'est ça le plus difficile quand tu es artiste pluridisciplinaire. C'est que tu dois... en fait, tu peux pas tout faire en même temps. Et des fois, il faut que je l'accepte. Que je peux pas tout faire en même temps. Donc, quand je suis plus sur tel ou tel moment, ben, en fait, c'est pas que j'avance pas sur le reste, c'est que j'avance sur ça. Et il faut que j'apprenne à l'accepter. Ouais. Ça peut parfois influencer ta création au sens où est-ce que ça peut t'arriver de te dire, je vais me calmer un peu sur la photo parce que je sais que ça va me porter défaut pour la peinture, par exemple? Bah là, ouais, tu vois, là, je me disais, attends, c'est trop, là, il faut que j'arrête. Mais en même temps, tu vois, il y a aussi plein de choses qui se passent. Tu vois, c'est... Là, on me contacte pas mal par rapport à ma photo en ce moment. Tu vois, là, j'ai eu ça n'a rien à voir, parce qu'après, il y a aussi du travail de commande. Il y a aussi ce truc-là, comment tu vis de ta création. Donc là, j'ai eu un travail de commande plutôt photographique. Donc, c'est sûr que, bah, tu vois, il y a des opportunités qui se sont liées, enfin, qui sont apparues par rapport à la photo. Donc, du coup, ça me met dedans. Et donc, j'essaye aussi de me dire, mais en fait, s'il y a tout ça qui se passe par rapport à ça, faut pas le réfréner non plus, tu vois, parce que là, moi, j'étais dans un truc genre, ouais, non, attends, je vais mettre le haut là avec la photo, là, je vais me reconcentrer sur mes autres trucs. Mais en fait, si je kiffe là ce que je suis en train d'apprendre et que ça me crée des opportunités, mais faut que j'y aille aussi, tu vois, faut pas avoir peur, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, là, tu vois, je sais que je pars prochainement aussi, je repars en Guyane, où je vais travailler sur un projet plus art visuel, pluridisciplinaire, et où je sais que je vais avoir du temps aussi pour me reposer sur mon dessin, ma peinture et tout. Donc voilà, où j'aurai vraiment ce temps-là consacré à ça. Ouais. Et les moments où tu ne crées pas, tu t'occupes de curation, de regard extérieur, d'administratif un peu, je dirais, tu vois, d'administration, je dirais. Est-ce que quand c'est des longs moments, parce que ça a dû arriver, tu m'as dit que tu as travaillé 10 ans là-dedans, vraiment dans l'administratif, du coup tu as dû faire des longs moments à mener des projets et tout, mettre des trucs en place. Est-ce qu'il y a un moment donné où l'acte de créer te manque? Bah en fait, tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour faire un peu un topo sur mon parcours, en fait, en 2008, tu vois, je suis partie aux États-Unis à San Francisco pour me former plutôt à la peinture murale. Donc j'ai été à plusieurs reprises à San Francisco pour travailler avec des fresquistes, où j'ai appris du coup les grands formats, la fresque et tout ça. Et je suis revenue à Paris, et en fait, c'était la première fois aussi que je voyais des artistes entrepreneurs vivre de leur art. Parce que du coup, j'avais fait un peu une formation d'artiste, mais on t'explique jamais comment tu vis de ton art. Et donc, du coup, je suis revenue de là, j'étais boostée à fond, tu vois. 2012, je crée mon premier collectif d'artistes féminines, 100% plasticiennes, parce que c'était des femmes de mon entourage avec qui... Et comme tu dis, en fait, on spécifiait pas forcément qu'on était des femmes, mais on était des artistes. Mais en même temps, c'était notre spécificité, parce qu'on s'est retrouvés là-dessus. On a commencé à faire des expos ensemble et tout ça. Et en fait, financièrement, c'était compliqué. Donc, je suis retournée en fait sur mon travail de formation,
qui était plutôt dans la gestion de projets culturels et événementiels. Et donc, j'ai commencé à travailler dans le secteur de la culture où j'ai été à la fois programmatrice de spectacles, accompagnatrice d'artistes. J'ai aussi fait tout ce qu'on appelle l'action culturelle. Donc, c'est des projets qui permettent de créer des passerelles entre public et artistes, des projets de sensibilisation ou des projets pédagogiques. Donc tout ça, en fait, pendant 10 ans, j'étais vachement là-dessus. Je continuais la création. Je m'exprimais beaucoup aussi en tant que scénographe regard extérieur pour la danse hip-hop. Le montage de spectacles. Et je continuais un peu des choses, mais j'avais mis ça vraiment... Je continuais, je faisais quelques expos de temps en temps. Mais tu vois, ça me prenait tellement de temps déjà d'être dans ça. Parce qu'on en parle rarement, mais c'est des métiers qui sont de passion, chronophages. Et moi, j'étais dans des endroits d'institutions de pouvoir aussi, de pouvoir des représentations, etc. Donc je me battais, je luttais aussi beaucoup pour que des artistes qui me semblaient importants existent, que des formes existent aussi, que le public puisse les rencontrer aussi, parce que du coup j'étais aussi aux relations publiques, donc ce qui est aussi toute la politique culturelle, enfin la politique du public, c'est comment tu fais pour remplir tes salles, pour remplir un lieu. Comme je te disais, je faisais partie de la première équipe qui a monté la place Centre culturel hip-hop à Paris, et du coup c'était une coquille vide. Moi je suis arrivée à Châtelet-les-Halles, c'était en travaux, parce que ça a été en travaux pendant 10 piges. Et donc, du coup, voilà, tout d'un coup, tu as une coquille qui est en train de se monter, tu commences à avoir une salle de spectacle, des studios d'enregistrement, de danse. Et tout ça, en fait, va falloir que ça prenne vie. Et du coup, moi, j'ai travaillé pour qu'il y ait de la vie, que ce soit autant les artistes que le public. Et donc, je me suis vachement nourrie de tout ça pendant 10 ans. Mais petit à petit, en fait, ça devenait... la création me manquait trop, en fait. Et donc, j'ai recommencé. En fait, quand t'es créatif, il y a quelque chose... qui va au-delà de toi, en fait. C'est quelque chose qui fait partie de toi, qui des fois tu l'endors, mais ça revient. Et c'est revenu fort. Et notamment dans l'institution, j'ai vécu un burn-out qui m'a été un peu le moment d'arrêt, tu vois, de toute mon activité dans ce secteur-là. Et à ce moment-là, j'ai reçu beaucoup de soutien de tous les artistes que j'avais pu accompagner, qui m'ont dit qu'il fallait que je sorte ma première expo, que j'aille à fond. Et c'est ce qui s'est passé en 2019, du coup, où j'ai sorti Dans les yeux de Noun. Et où je m'affichais en tant que Noun artiste et où j'ai pu reprendre aussi tout cet amour de la création, commencer en fait pendant 2 ans de travailler à le montage de quelque chose, de le livrer ensuite au public, travailler avec tes œuvres, et ensuite elles t'appartiennent plus parce qu'elles sont livrées au regard de l'autre, tu vois. Et du coup elles t'apportent autre chose, enfin en tout cas les discussions que t'as avec les gens t'apportent autre chose, et c'est ce qui m'a remise dans le truc et où je me suis dit non, en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok, parce que ce que j'entends là, c'est que je me dis t'aurais pu simplement prendre cette activité artistique comme échappatoire à côté, tu vois, continuer ce travail là, et pour décompresser de tout ça et pas tomber dans la folie ou dans le burn-out, tu vois, aller tous les dimanches, t'as loué un temps où tu peins, où tu prends des photos. Et là, t'as fait un vrai choix de devenir artiste. Ouais. Ça a été vraiment guidé par les gens qui t'ont motivé à le faire et qui ont ressenti qu'il fallait que ça sorte pour toi ou pour les autres, et pour les autres, évidemment. Ou c'est vraiment toi, tu t'es senti le besoin de montrer ça au monde et pas seulement pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, c'est compliqué comme question. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que le fait d'être sortie de ma zone de confort, de m'être livrée et d'avoir vu en fait beaucoup de bienveillance autour de moi, et d'avoir vu en fait que je n'avais pas envie de faire autre chose. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, ça t'appelle, donc il y avait pas d'autre choix, tu vois. J'ai un peu perdu le fil de la question. La question, c'était, en gros, pourquoi pas l'avoir fait à côté, en mode juste je me décompresse avec l'art, ouais. et l'avoir fait en mode vraiment, je prends le parti pris de devenir une artiste à part entière. Et en plus, tu sais, ça arrive à une période où, tu vois, genre, finalement, c'est une reconversion professionnelle, tu vois. Clairement. Ça s'est passé en 2019, donc à l'aune du Covid. Donc moi, j'étais dans l'année, dans le dur. Mais en fait, depuis que j'ai fait ce choix-là, il y a plein de choses qui se passent. Tu vois, je suis appelée pour faire des expositions, j'étais appelée pour intégrer Courtrajmé. Je monte encore aussi des projets avec d'autres artistes et tout ça, mais je sens qu'il y a une ébullition, je sens qu'il y a quelque chose, et en fait, ça devient vital.
En fait, c'est que là, je me vois pas faire autre chose que ça. Tellement ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Et ça pouvait pas être juste relégué au dimanche. En fait, c'est que je suis ça, que pendant trop longtemps, j'ai travaillé aussi dans les institutions où j'ai tué aussi mon côté artiste, parce que on peut pas être plein de choses dans ces secteurs-là. Il faut qu'on soit avant toute chose, tu vois, des bons administrateurs, curateurs, programmateurs artistiques, etc. Et ça prend déjà énormément de temps. Donc j'ai tué pendant un moment toute cette part de créativité ou de moi qui avait envie de s'exprimer. Et je pense que là, tu vois, je suis dans un travail qui est quand même extrêmement introspectif. Je pense qu'aussi c'était une façon pour moi de pas affronter aussi ce que c'est d'être artiste, parce que tu affrontes le temps, t'es face au temps, t'es face à l'entrepreneuriat, tu te bouges où il se passe rien, et tout ça, ces prises de risque, en fait, ça fait que je me sens en vie. Voilà. Ok. Il y a un truc que tu as dit sur lequel je veux revenir, parce que pour moi c'est hyper important. Parce que c'est tout le débat de... Je vais faire le politicien un peu là, vous m'excuserez, mais c'est tout le débat de la société civile dans les institutions. Je dis ça dans le sens que, tu vois, comme tu l'as dit, dans ces milieux-là, il faut être juste l'administrateur et pas le créateur. Ok ? Donc, si t'es une meuf qui doit... ou un mec qui doit savoir comment remplir des PDF pour monter la place hip-hop, il faut que tu saches vraiment... Tu fasses que remplir des PDF. Tu peux pas être une artiste à côté. Alors qu'en vrai, ça manque de ces profils-là. Tu vois, parce que c'est les gens qui sont sur le terrain. Et ben, tu sais quoi, j'en suis aussi revenue. Ce qui fait aussi que j'étais aussi engagée dans mon travail, c'est parce que j'étais aussi artiste. Et c'est parce que j'étais aussi artiste que je comprenais les problématiques des artistes. Clairement. Et c'est pour ça que, par exemple, je me suis tapée à des endroits où, pour la reconnaissance des statuts, pour informer aussi les artistes sur leurs statuts, sur ce à quoi ils ont le droit, pour que... moi, j'étais aussi pas mal... en comité de pilotage ou en tête de réseau de certains trucs, où à chaque fois ils voulaient des artistes mais qu'on paye à la visibilité, et wesh, ça paye pas, tu vois. Ça paye pas le loyer, les gars. Ça paye pas le loyer, et donc du coup moi j'étais vraiment dans ces endroits-là de faire avancer pour que les artistes derrière puissent être rémunérés à leur juste valeur, voilà, que les conditions... Et ça aussi c'est une part importante du taf que je faisais, et dans lequel on m'a un peu aussi, comme tu dis, cantonné. Et dans ces endroits-là, tu vois, je faisais aussi de la programmation, forcément, parce que je voyais plein de choses, etc. Mais même en termes de statut, genre, en tant que femme racisée dans les institutions, ça a été compliqué pour moi de monter des échelons. Et là, j'étais quasiment à l'endroit... Voilà, là, on m'a encore appelé la semaine dernière pour prendre un poste de programmation à la Villette, tu vois. Mais ça m'intéresse plus, parce que c'est plus l'endroit où j'ai envie d'être. Et il y a un autre truc, c'est qu'en fait, les institutions, j'ai la sensation, en France en tout cas, qu'il y a une espèce de distorsion de la réalité, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'administratifs, de bureaucrates, et qui n'ont aucune conscience de la réalité du terrain des artistes. Et donc moi, je préfère monter mon truc, enfin en tout cas, monter en compétences, monter en tant qu'artiste. Et comme je disais, là, j'ai monté aussi avec Lumiso et Jimmy Udat, un média qui s'appelle Hippo, autour de la danse hip-hop. Donc voilà, être plutôt dans des initiatives privées qui vont aider les artistes. Je continue là-dedans, en fait. Ça me plaît, ça m'intéresse. J'ai envie de continuer parce que, et c'est vrai, j'ai un bagage de 10 ans, j'ai pas envie de passer complètement à autre chose. Et ça me permet de continuer à être là-dedans. Travailler avec des chorégraphes, être regard extérieur, ça me permet aussi, tu vois. Monter des projets d'envergure sur la Guyane, ce que je fais aussi. Aller chercher des subventions, tu vois. Ça met au profit toutes les compétences que j'avais auparavant, mais dans mes projets. Ouais. Tu vois, ouais, je vois très bien. Dans mes projets et plus pour l'institution. Mais en fait, il y a un truc qu'il faut aussi dire aux gens et qui est archi compliqué pour nous les artistes, et là je m'inclus dedans forcément, c'est que, par exemple, comme tu disais, tu as monté un média ou tu montes d'autres projets, moi j'ai monté ce petit média-là, tu vois, c'est que j'ai besoin de aucun PDF, aucun dossier à remplir pour le monter. J'ai fait une commande sur Internet, j'ai pensé moi mon projet et j'ai invité 70 personnes. C'est ça la vérité. Énervé. Le problème, c'est que si moi demain, j'aurais dû essayer de me faire financer par la mairie du 18e ou la mairie de Creil. J'aurais dû faire 5 PDF de 25 pages chacun, pitcher devant eux pendant 20 minutes avec des mots archi compliqués juste pour leur dire que je vais venir chez moi interviewer des gens. C'est clair. C'est ça le problème en fait. Et c'est que je te dis ça parce que en plus clairement je suis dans cette période-là. Ouais, moi je monte des ateliers de théâtre aussi. Enfin j'anime des ateliers de théâtre. Et là j'ai dû rédiger un projet d'atelier de théâtre
pour la mairie de chez moi, bref. Pour aller chercher des fonds. Pour qu'ils financent un projet. J'ai dû trouver des formulations et des mots compliqués pour blinder mon PDF. Faut pas qu'ils regardent ce podcast, qu'ils sauront que c'est du bullshit, mais c'est pas grave. Mais j'ai dû trouver des formulations et des grands paragraphes comme ça de 25 pages pour leur expliquer juste que moi, je vais permettre à des jeunes qui n'ont pas accès au théâtre d'avoir accès au théâtre. Et qu'en fait, je peux vous expliquer en long, en large, en travers comment je vais faire. D'une, ça va être loin de la réalité parce que, comme un peu ici, ce qui se passe en vrai, c'est toujours assez différent de la réalité. Et que, de deux, vous n'allez pas comprendre un centième de ce que je vais vous raconter. Parce qu'ils sont éloignés aussi de ça. Ils sont éloignés de ça. Et que de trois, souvent, et tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais que souvent les projets qui sont faits avec la volonté, je dirais, de l'envie de transmettre et du cœur, ils ne peuvent pas s'expliquer. C'est comme si demain je dois faire un PDF pour expliquer une relation amoureuse ou une relation amicale. C'est pas possible. Tu vois, si demain, moi, on me met devant un pupitre face à un jury et on me dit, ok, bah fais une presse de pourquoi c'est ton meilleur ami, je leur dire, je sais pas, c'est mon pote. Tu vois, alors ça fait 15 ans on se connaît, tu vois. Et c'est pareil pour un projet culturel que toi, tu sais. Parce que moi, quand je vais faire ces ateliers-là, je sais avec quelle volonté je les fais. J'ai même pas les mots, j'ai même pas la trame des ateliers, mais je sais que ça va bien se passer parce que je sais comment je vais les monter. Mais tu vois, du coup, dans ce cadre-là, il faut être un peu malin dans le sens où, justement, toi, un peu comme moi, en fait, tu sais ce qui va se passer sur le terrain et en gros, tu sais ce que eux ils attendent pour cocher leur case. Donc moi, ce que je me dis, c'est ça, c'est que des fois, tu remplis des dossiers, etc., pour cocher des cases, mais tu sais que sur le terrain, ton travail de terre-terre, ça va être quelque chose qui n'a rien à voir. Mais qu'en même temps, toi, tu sais pourquoi tu le fais, parce que c'est aussi de la transmission, de l'échange, du partage, qui est aussi important pour nourrir ta création. Tu vois. Mais tu vois, je pose ça là comme un problème, parce que... Mais c'est un problème, ouais. Il y a un truc dont on accuse parfois, même les acteurs des milieux un peu difficiles. Et souvent, quand je parle de ça, je sors aussi que de la banlieue, tu vois. On parlait d'image tout à l'heure. Parce que je sais que c'est pas que difficile en banlieue, c'est difficile dans la campagne, dans des milieux ruraux, dans des milieux qui sont éloignés, en fait, des grandes institutions, des grandes villes, tu vois. C'est compliqué parce que moi, je connais des mecs qui ont plein de volonté. Un exemple concret. Moi, on a un groupe de potes avec qui on a monté une asso pour faire ces projets-là. Il faut que moi, on a tous la même volonté, la même envie. On sait, parce que c'est multiculturel aussi, tu vois. J'ai un pote entrepreneur, j'ai un pote qui est dans la musique, 2 potes dans la musique, tu vois. Et du coup, on connaît nos métiers, on sait pourquoi on veut le faire et qu'est-ce qu'on va faire même, tu vois. Le seul truc, c'est que je suis le seul qui a le langage de ces institutions. Tu vois ce que je veux dire ? T'as grave raison de le préciser, c'est que c'est quand même discriminant d'accès, parce que si tu n'as pas les codes, si tu n'as pas les mots-clés, le lexique, en fait, tu n'es pas pris au sérieux. C'est ça. Et ça, moi, je trouve que... Et c'est pour ça, en fait, personnellement, que je me suis battue pour être dans l'institution, parce que j'avais envie qu'en haut, ça puisse changer et qu'on puisse donner sa chance à des gens qui savent pas faire un PDF nickel, qui font peut-être des fautes d'orthographe, mais qui portent des trucs qui sont utiles et dont on a besoin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, en tout cas, moi, I feel you, comme on dit en anglais, parce que en tout cas, c'était mon engagement quand j'étais dans ces endroits-là. Mais aujourd'hui, en fait, je veux penser à moi parce que c'est des endroits aussi pour les acteurs qui arrivent à être à ces endroits-là, pour les autres, qui sont très difficiles. Tu vois, psychologiquement, émotionnellement, t'es quand même face à ces gens-là toute la journée. Ouais. Donc, faut que tu tapes à chaque fois, faut tout le temps que tu sois aussi dans une représentation. Parce que tu vois, tes codes, c'est pas les leurs. Et tu vois, moi, il m'est arrivé des trucs, genre, on m'a déjà dit des trucs, on n'est pas en bas de ta cité ici, alors que les gens savent même pas où j'ai grandi, qui je suis, tu vois. Genre, mais des trucs, tu vois, genre, comment ça va vous avez pas d'accent, tu vois, tous ces trucs-là. Là. Ouais, tu connais. On sait. Tu on connais fort. Voilà, donc t'es obligé, en fait, d'être un peu caméléon et de comprendre certains rouages pour ensuite t'en servir, tu vois. Pour moi, c'est de l'empowerment. Clairement. Tu vois. Mais en plus, tu vois, tu dis ça, mais il y a aussi l'autre truc qui est... t'as les codes et tout, tu vois, et tu sens le regard, parfois, c'est pas des mots, parce qu'il y a aussi tout le non-verbal, tu vois. Mais quand t'as les codes, et là, tu sens le regard de... Ah ouais, en fait, ils savent quand même bien parler, genre, ben ouais. Mais en même temps, c'est ce que vous attendez de nous, donc c'est quoi votre délire, tu vois. Vous êtes surpris qu'on parle bien, il y a pas très longtemps. Ça va sortir plus tard, du coup je peux le dire maintenant, c'est pas grave, j'aurais déjà déposé mon projet. Mais tu vois, il y a pas longtemps,
pareil, on a fait une réunion devant un adjoint à la culture d'une ville, nanana, bref, tu vois. Je suis obligé d'être là. Parce que je sais que, pas que mes potes sont bêtes ou pas. Non, c'est juste qu'ils ont pas ces codes-là, que bref, c'est compliqué. Alors que c'est eux qui presque portent les projets plus que moi parfois, tu vois. Mais il faut que je sois là parce que moi j'ai tout le lexique, tu vois. Bref, toute la nomenclature qu'il faut et tout. Je connais les mots-clés ah, ça va allumer des lumières chez eux. Bref, alors que, tu vois, parenthèse dans la parenthèse, mais je pourrais juste avoir rien dans mon cœur et dans ma tête et avoir juste le lexique et faire financer des milliards de projets. C'est ça qui est Non, mais dégueulasse, tu c'est vois. vrai. Bref. Et du coup, comme toujours, dans ces cadres-là. C'est pour ça que les gens... Parce que j'ai eu ces débats aussi avec des potes à moi qui me disaient « Ouais, mais les gens, parfois, dans des milieux un peu difficiles, ils se bougent pas. » Je dis « Mais frère, même pour quand tu te bouges, tu vois pas à quel point c'est compliqué. Moi, je blâme pas grand monde. Parce que frère, faut être là pour voir comment c'est dur, tu vois. » Mais tu vois, genre là, justement, je rebondis sur ça parce que ce que j'entreprends aussi en Guyane, là, on avait monté avec donc, le rappeur T2I des masterclass autour de l'autoproduction. Parce qu'il faut savoir que là-bas, il n'y avait même pas Spotify encore il y a 3 mois. Ouais. C'est en France, hein. C'est en France. Je dis ça, je dis rien. C'est en France. Que la SACEM tu vois, c'est compliqué. Et donc, du coup, en fait, c'était aussi de créer... Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, plus il y a d'inscrits à la SACEM, plus il va y avoir des antennes, plus il va y avoir des gens pour aller chercher tes droits. Tu vois, rien que ça, en fait. Donc, ça crée un écosystème. Mais les gars là-bas, ils sont pas inscrits. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, ils font que ce soit pour de la prod, pour de la musique, etc. Ils le font bien après quand ils sont signés. Mais tu vois, l'édition, bon, bref, je veux pas rentrer dans la musique parce que c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que de faire ces trucs-là, ces endroits-là, mais les gens, ils te disent, ouais, mais en fait, c'est super difficile, tu vois, genre, moi, déjà, je suis pas à l'aise à l'écrit, tu vois, moi, je rappe, en fait, tu sais, à quel moment je dois aller mais voilà, on est dans un pays qui est hyper procédurier, et genre, en gros, si toi, t'y arrives pas, et si ça te file des boutons, mais moi, je te comprends tellement, je suis dyslexique, en plus, à la base, moi donc, aussi. tu vois, voilà, donc, pour moi, c'est beaucoup d'écrire, de mettre mes idées en forme et tout, c'est douloureux limite, tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, si toi tu y arrives pas, trouve quelqu'un à côté de toi, lâche pas l'affaire, tu vois, va demander à ta mère d'écrire pour toi. Moi, je sais que des fois, c'est ce que j'ai fait. T'es obligé. Ou à un pote, ou tu vois, à ta petite sœur, ou à ton petit frère. Je me dis en fait, non, en fait, il y a l'argent. L'argent est là, l'argent dort. Allez le chercher. Bah ouais, clairement. Mais comme t'as dit, genre, hacker le système et aller demander... Il y aura toujours un mec comme moi, comme toi, qui traîne dans le coin, qui va vous écrire votre PDF, tu vois. Voilà. Moyennement, finance. Ouais, les gars. Ou au pire, rétribution sur l'argent que vous avez pris après. Voilà, pourcentage. De ouf, pourcentage. Mais tu vois, genre, pour revenir sur cet exemple-là, on fait cette réunion. Comme toujours, il faut proposer un premier projet qui est merdique pour dire les gars, on est quand même un peu sérieux alors qu'en vrai c'est de la merde. Bref, on présente ce projet-là pendant un quart d'heure, tu vois. C'est un projet... Mon pote va m'insulter s'il entend ça, mais en gros c'est un projet qui paye pas, qui vaut rien. Tu vois. Mais c'est vraiment la porte d'entrée, quoi. C'est la porte d'entrée pour entrer, c'est la pilule bleue pour entrer dans la matrice, tu vois. T'es obligé de faire ça, tu vois. Et forcément, est-ce que vous avez la rêve quand même? Ouais, matrice pour les gars. Mais du coup, forcément, c'est un projet qui est caricatural. Forcément, c'est un projet qui te remet à ta place bref. T'as compris? Et moi, faut pas me mettre dans un bureau avec des mecs qui parlent bien parce que j'arrive, je fais un speech. Du coup, je leur fais un speech sur le vrai projet culturel qu'on a, qui est un truc multiculturel destiné aux jeunes sur différents axes, nanana, t'as compris? Tu vois la nomenclature, tu vois? Là, le mec, il me regarde, il me dit, ouais, c'est cool. Ton profil m'intéresse, attends, je note ton nom, peut-être pour des trucs, des ateliers, nanana. Mais d'abord, on va faire votre petit truc, là, nanana. Ouais. Tu vois, donc même quand t'as la nomenclature, même quand t'as l'envie, frère, t'es remis à ce... tu vois. Donc, je peux pas blâmer les gens qui me disent, frère, c'est trop compliqué. Je peux pas leur mentir aussi en disant, non, parlez bien, mettez un costard, ça va bien se passer. C'est même pas vrai. Tu vois. C'est pour ça que c'est important de créer des initiatives privées. Et tu vois, genre, on est tous en train de monter en compétences. On commence à avoir l'âge où, tu vois, des générations sont en train de monter en compétences. Et en fait, c'est ça, il faut créer un premier tissu autour de soi. Il y a des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat ou qui ont réussi dans d'autres endroits qui peuvent être des leviers, en fait. Et c'est ça, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus, tu vois. Clairement. S'orienter vers le privé. Pour que tout le monde puisse créer et tout le monde puisse venir ici parler de sa création. On va conclure là-dessus. Ok. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ouh. La première, c'est quel est ton objet favori? Mon objet favori? Ouais. Oh, waouh. C'est peut-être ma bague. Ouais. On la voit pas, tu peux la décrire à la caméra, je sais pas si on la verra de loin. C'est une bague où il y a écrit mon blaze, que j'ai fait il y a une 15aine d'années à New York.
Et c'est un petit peu mon amulette. Je la mets quand j'ai l'impression que j'ai envie d'être fierce, tu vois, avoir de la force et tout ça. Voilà, donc c'est mon petit objet fétiche. Ta bague, je comprends, moi aussi j'ai une bague. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante Peut-être le crâne de Basquiat. Ok. Ouais. Qui est une peinture de Basquiat. Qui est une peinture de Basquiat, donc c'est un crâne qu'il a fait avec soit celle-ci, soit une autre œuvre de lui qui s'appelle Moi chevauchant la mort, qu'il a réalisée juste avant de mourir, que je trouve assez ouf. C'est incroyable. Ouais. Ok, allez checker vraiment. De toute façon, Basquiat en général, allez checker. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et la dernière, c'est quelle qualité devrait avoir selon toi un créatif? Une grande capacité de remise en question. Voilà, moi je sais que des fois je travaille encore là-dessus. Voilà, je dirais que c'est ça. Ok, bah merci. Merci à vous, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton podcast. Ben, merci d'être venu. C'est vraiment un podcast incroyable. Allez checker toutes les vidéos, vraiment. Moi j'ai appris plein de trucs et donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi. De toute façon, je vais mettre dans la description le lien vers ton Insta et tous tes médias pour qu'on voit tout ce que tu fais et qu'on vienne à tous les événements que tu fais et qu'on vienne dans ton atelier vu que tu l'ouvres souvent. Voilà, petit DM. Évidemment, du coup, abonnez-vous, likez, partagez, abonnez-vous à son compte. Et à la prochaine. Ciao. Salut.